Donc, je vais parler d'un thème qui est grave, mais qui est très intéressant. Il s'agit de la douleur dans les maladies somatiques graves vues sous un angle psychopathologique. Alors, selon les organisateurs, je dispose de 30 minutes. Je sais qu'il est difficile de rester concentré pendant 30 minutes. Je vais essayer de terminer en maximum 20 minutes. Pour commencer, je vais parler de généralité concernant la douleur. Alors, je vais parler donc du phénomène douloureux. L'Association internationale pour l'étude de la douleur définit celle-ci comme une expérience désagréable qui est déterminée par l'état physique et mental de l'organisme. Il s'agit bien d'une expérience, c'est une sensation perçue dans un contexte donné, apportant au sujet une information qu'il va d'abord intégrer face à ce contexte. Et dans le cas de douleur chronique, le contexte évolue. Et selon le mode culturel, donc, la douleur, elle peut être criée ou non, mais elle sera exprimée par le patient et communiquée à son entourage qui va vivre ses états d'âme et réagir en conséquence. Alors, concernant l'aspect psychopathologique, la perception de la douleur est une expérience personnelle qui dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de l'apprentissage culturel, de l'importance de la situation et d'autres facteurs. Voyons un peu les principaux facteurs qui interviennent dans l'intensité perçue et le caractère de la douleur chronique. Voici l'inventaire de ces facteurs. Ce sont les expériences antérieures, la psychologie familiale, les facteurs culturels et sociaux. Il y a aussi la signification de la douleur qui est importante et les facteurs cognitifs et émotionnels. Enfin, la douleur comme moyen de communication. Concernant les expériences antérieures, au cours de l'enfance, la douleur exprimée par le cri est associée à la réponse de la mère qui, en dehors des rares cas de maltraitance, c'est une réponse favorable, affectueuse. C'est ce qui explique la tonalité agréable fréquemment associée au souvenir de la douleur. Pour la psychologie familiale, là, il faut dire que les interrelations familiales jouent un rôle important dans la genèse et la chronicisation de la douleur, aussi bien pendant l'enfance que plus tard au cours de la vie adulte. Concernant les facteurs culturels et sociaux, vous savez, vous connaissez les rites, par exemple, d'autoflagellation des chiites. Eh bien, normalement, de tels rites devraient produire une douleur importante et pourtant, les sujets qui s'y donnent, du fait des gratifications morales, affectives que cela apporte, expriment peu de douleur. De même, la douleur peut servir de monnaie d'échange pour dédommager les autres du mal qu'on leur a fait. C'est que tôt dans l'enfance, elle peut être associée à une punition et s'il y a une culpabilité secondaire à des sentiments agressifs vis-à-vis d'une personne aimée, la douleur sert à expier cette culpabilité. Elle a un rôle de rédemption. Elle sert à se racheter. Il y a aussi la signification de la douleur et les implications aussi de la douleur. Par exemple, c'est le soldat blessé, eh bien, la douleur qui résulte d'une blessure signifie la fin de la guerre. C'est ce qui fait qu'elle est bien supportée, alors que la même blessure est insupportable dans le civil. Les facteurs émotionnels et cognitifs, on sait tous que la seule anticipation de la douleur suffit à élever le niveau d'anxiété et de ce fait l'intensité perçue de la douleur, alors qu'une diversion peut réduire la douleur ou bien l'abolir.
La dimension maintenant de communication de la douleur, au cours du développement de l'enfant, la douleur devient un moyen fondamental de demande d'aide. Lorsque l'individu s'adresse à un autre en se plaignant de douleur, l'aspect prédominant est celui de la communication. Ainsi, la douleur peut apparaître comme un ordre s'adressant à une personne en particulier. Elle peut s'adresser à quelqu'un parce qu'on pense qu'il nous doit quelque chose. La douleur chronique peut aussi être un signe d'accord ou de désaccord entre deux personnes en particulier au sein d'un couple. Ainsi, elle peut exprimer la difficulté d'acceptation des goûts et des opinions de l'autre. Et paradoxalement, il y aurait moins de divorces parmi les couples où un conjoint souffre de douleurs chroniques. Le même phénomène de communication se produit entre les parents et les enfants, et le sujet atteint d'une douleur chronique entretient l'homéostasie de la famille, ça scelle les liens familiaux, un peu comme certaines maladies handicapantes ou maladies mentales. La douleur chronique peut être également un système de protection, un mécanisme de défense qui permet aux patients de se maintenir dans son environnement tout en évitant les situations désagréables. Ceci nous renvoie à la composante psychogène et aux bénéfices secondaires tels que les congés de maladie. Et alors que au-delà de 18-20 ans, la personnalité est peu susceptible de changer ou change très peu en dehors de certaines maladies mentales sévères, eh bien, il semble qu'une douleur qui se prolonge 6 mois, au-delà de 6 mois, puisse provoquer des modifications importantes de la personnalité, la rendant analogue à la personnalité névrotique par le jeu de la régression. Quant aux sujets névrotiques, eux, ils vont connaître un accroissement de leurs symptômes en cas de douleur chronique. Voyons maintenant, c'est juste pour rappeler les 3 types de douleurs. Selon le mécanisme physiopathologique, on distingue les douleurs nociceptives qui sont les plus fréquentes. Il y a aussi les douleurs neuropathiques, moins fréquentes, et les douleurs psychogènes. Et en pratique, les douleurs sont souvent mixtes. Pour les douleurs nociceptives, elles sont les plus fréquentes et celles qui nous intéressent le plus dans les maladies somatiques graves. Le mécanisme est lésionnel, inflammatoire ou traumatique, et là, il n'y a pas de signe neurologique. Quant aux douleurs neuropathiques, elles sont plus rares, et là, il y a une lésion du système nerveux central ou périphérique, et sur le plan clinique, les symptômes, c'est caractéristique, il y a des douleurs spontanées, à type de brûlure, de picotement, etc. Et à l'examen, il y a une modification de la sensibilité avec des hypoesthésies, des anesthésies, et la stimulation normalement non douloureuse devient douloureuse, désagréable. La topographie de la douleur est aussi évocatrice. Elle correspond à un territoire nerveux systématisé avec un déficit neurologique à l'examen, et fréquemment ceci s'associe avec un dysfonctionnement sympathique tel que par exemple des troubles vasomoteurs. Alors, la douleur psychogène, quant à elle, elle joue un rôle ici accessoire, partiel. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires, potentielles ou simplement décrites en ces termes. C'est la définition proposée par l'Association internationale de la douleur. Et je rappelle ici que pour le diagnostic, d'abord le caractère atypique de la sémiologie, il y a l'importance des signes d'accompagnement, les signes anxieux, les symptômes anxieux et dépressifs, l'existence d'un conflit, d'un contexte évocateur, et l'existence, la mise en évidence d'un trouble psychiatrique caractérisé. Venons-en maintenant aux maladies somatiques graves. D'abord, je commence par définir les maladies somatiques graves. Elles doivent répondre à 2 critères. D'abord, l'existence d'une gravité suffisante pour engager le pronostic vital de manière inévitable ou avec un risque important. Le deuxième critère, c'est la conservation de la conscience suffisante pour que ce risque soit connu du sujet. Ce sont surtout les cancers, mais aussi le sida, les greffes d'organes, certaines maladies neurologiques. Comme vous le savez, la maladie somatique grave introduit une rupture brutale dans la vie du sujet
qui se trouve confronté à sa propre mort. Et le nombre de malades concernés est en constante augmentation. Et dans ces maladies-là, la douleur physique est une éventualité toujours extrêmement redoutée par les patients. Elle est très fréquente dans les cancers, elle est plus rare et différente dans les autres maladies. L'intensité, là aussi, l'intensité de la douleur dépend bien sûr de sa cause organique et aussi secondairement de nombreux autres paramètres, ceux qu'on a vus, tels que les expériences douloureuses antérieures, la psychologie familiale, en particulier le souvenir lié à la douleur pendant l'enfance. Il y a aussi les facteurs sociaux et culturels, en particulier le sens donné à la douleur en termes de qualité personnelle, tels que le courage par exemple, ou bien le degré d'extraversion. Là aussi, il y a la signification de la douleur, et dans les maladies somatiques graves, le sujet peut interpréter la douleur comme une annonce de l'imminence de la mort, d'où angoisse de mort et douleur sont étroitement liées. De même, la maladie ou la douleur peut provoquer ou faciliter la survenue d'un syndrome dépressif, et là, la dépression se mêle à l'anxiété dans un cercle vicieux formé avec la douleur, avec un renforcement mutuel. En outre, la douleur isole le patient et inhibe ses communications avec autrui en le polarisant sur lui-même. Il va se replier sur lui-même et il sent son expérience comme incommunicable. Elle inhibe également le fonctionnement intellectuel et affectif et elle provoque un désinvestissement des rôles familiaux et sociaux. Et on sait que ces rôles-là sont source de stabilisation et d'identité, sont source d'épanouissement. Par ailleurs, la douleur et l'anxiété peuvent être plus ou moins en rapport avec les thérapeutiques, et ce sont les chimiothérapies anticancéreuses et les radiothérapies qui sont les traitements les plus mal supportés, aussi bien physiquement que psychologiquement, en raison de la crainte pour l'intégrité corporelle et les effets indésirables, mais aussi parce que le rythme de vie est très perturbé pendant ces thérapeutiques. Et enfin, on observe des réactions d'anxiété paradoxale à la fin d'un cycle de chimiothérapie ou de radiothérapie, parce que là, la protection a cessé et on craint une aggravation de la maladie. Et il ne faut pas oublier l'entourage qui, lui, va éprouver des sentiments d'impuissance, de frustration, qui peuvent induire une certaine agressivité, directe ou indirecte, et c'est ce qui fait que les relations familiales sont profondément altérées. Maintenant, je passe aux spécificités de la douleur en soins palliatifs dans les maladies somatiques graves. Bien, la douleur est un phénomène polymorphe avec en particulier 4 dimensions. Il y a la douleur physique en premier lieu, mais il y a aussi la souffrance psychologique, il y a aussi une souffrance sociale, il y a aussi une souffrance existentielle, spirituelle. Donc il y a 4 dimensions. Et ceci implique donc une bonne connaissance des phénomènes générateurs, des facteurs de déclenchement et des réactions émotionnelles. Donc, la douleur dans les maladies somatiques graves nécessite une bonne évaluation. Quand je dis bonne, donc une évaluation correcte et une évaluation aussi objective que possible et une appréciation de sa juste intensité et de ses conséquences comportementales. Et en matière de soins palliatifs, c'est le concept de douleur globale ou total pain qui est le référentiel, et ce concept repose sur l'idée que si une dimension parmi les 4 de la douleur était négligée, la douleur ne pourrait pas être soulagée. Ce concept de souffrance globale a été mis en place pour illustrer le passage de guérir à un objectif, l'objectif guérir à un objectif moins ambitieux, celui de soigner. La douleur se présente donc comme une expérience globale qui nécessite une approche pluridisciplinaire. Alors, voyons les 4 dimensions et les spécificités. D'abord, la douleur physique. Dans les maladies somatiques graves, là, il a été établi que l'administration régulière d'antalgiques majeurs, les morphiniques, dans les soins palliatifs, n'entraîne pas d'accoutumance. Et la demande du patient d'augmenter ces doses est autant l'indice de l'avance des lésions cancéreuses, par exemple,
que les signes de phénomènes physiologiques de tolérance. Et il ne s'agit absolument pas de toxicomanie. Et c'est vraiment accessoire ce risque toxicomaniaque. Il y a aussi la deuxième dimension, c'est la douleur. C'est la douleur. La deuxième dimension, c'est la douleur psychologique ou morale. Elle se réfère au sentiment que peut éprouver le patient, à son évaluation de la situation, ses peurs et angoisses face aux pertes, séparations et à la mort qui s'annonce. Et tout ceci va entraîner une aggravation de la douleur physique, ce qui aggrave ses préoccupations. Et donc, il se crée un cercle vicieux. Et là, la relation à l'autre se présente comme la seule façon possible de se sortir de ce cercle vicieux. Et cette dimension justifie l'écoute de l'équipe soignante. Il y a la troisième dimension, c'est la douleur sociale, c'est les difficultés administratives, c'est les difficultés professionnelles. Et la quatrième dimension, c'est la dimension spirituelle. Là, elle intervient quand le patient affronte les sentiments d'absurdité de la vie, de culpabilité, de sens. C'est la détresse de l'homme croyant et pensant, c'est la question existentielle du sens de la vie, de la mort, de l'expérience de la maladie, de la souffrance. Je vais terminer avec le chapitre des facteurs de non-soulagement de la douleur, ou bien un soulagement insuffisant de la douleur, et ces causes sont nombreuses. D'abord, la première cause, et j'insiste là-dessus, c'est une mauvaise évaluation de l'intensité perçue de la douleur. La deuxième cause, c'est un manque de connaissances théoriques. Troisième autre cause, les peurs de l'équipe soignante, les préjugés aussi de l'équipe soignante, des patients et des familles concernant l'usage des antalgiques majeurs, des morphiniques et les risques de dépendance ou de dépression respiratoire qui y sont associés. Il y a aussi les mythes socioculturels, par exemple les valeurs culturelles stoïciennes qui valorisent l'absence de plainte chez ceux qui ressentent la douleur. Certains croient que la douleur est inéluctable. Il y a aussi les problèmes de communication au sein de l'équipe soignante et entre l'équipe et les patients. Certains patients ont des difficultés à exprimer leur souffrance et d'autres ont des problèmes d'accessibilité à certains médicaments ou à certaines techniques des professionnels formés. Alors, pour conclure, je termine par ces principaux messages. D'abord, la douleur, en particulier physique, est une éventualité extrêmement redoutée dans les maladies somatiques graves. Elle a des conséquences, donc comme conséquence des souffrances de divers ordres, avec en particulier une désocialisation et une viciation de l'interaction avec l'entourage. L'évaluation est une étape fondamentale, cruciale. Elle doit être globale, elle doit être une bonne évaluation, correcte, aussi objective que possible. Et la conduite à tenir consiste, bien sûr, en une prise en charge globale qui comporte l'écoute et surtout soulagement de la douleur physique. Et je vous remercie pour l'écoute. J'espère que